Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo, votre émission hebdomadaire. C'est l'actualité revue et revisitée en toute liberté par les chroniqueurs et chroniqueuses invités à nous livrer leurs commentaires, analyses, décryptages et aussi leurs humeurs sur les grands faits de l'actualité en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Alfred Shango-Lokoro, qu'on ne présente plus quand même. Bonjour. Bonjour, Alfred. Francis. Alfred Shango-Lokoro, maître de conférence à la Sorbonne, analyste politique. Nous sommes ravis d'accueillir Stéphanie Hartmann. Bonjour Stéphanie. Bonsoir. Stéphanie Hartmann, journaliste, également responsable de la communication aux éditions Cartala. Grégory Sileni est avec nous. Bonjour Grégory. Bonsoir Francis, bonsoir tout le monde. De Madagascar Média. Merci d'être avec nous. Alors, j'avais promis il y a quelques temps qu'on dirait deux mots quand même sur Madagascar Média parce qu'on vous présente chaque semaine comme le cofondateur de cet illustre site d'information. Et deux mots pour quand même que les auditeurs puissent aller visiter votre site et puis s'informer utilement sur Madagascar. Actualité brûlante à Madagascar avec des sujets très stratégiques puisqu'on parle notamment de la société Jirama où il y a des gros délestages à Madagascar où le président Drajoen s'est engagé du coup à éradiquer ce problème-là qui maintenant date depuis un certain nombre d'années. Et puis il y a aussi ce problème d'eau au sein de la capitale de Tananarive. Et il y a un troisième sujet aussi important auquel on a mis un focus, c'est ce projet, cette ambition qui était déjà celle lors du premier quinquennat d'Andrajoen, c'est l'autosuffisance alimentaire. Vaste débat et sur lequel on va analyser avec nos différents éditos. Très bien, donc l'adresse du site www.madagascar-media.com. Madagascar Média donc, et nous accueillons à nouveau dans cette édition Ben Yaya Sy. Bonjour Ben Yaya Sy. Bonjour Francis, ravi d'être là. Et vous êtes le coordinateur adjoint de la convergence des cadres républicains de France. CCR France, c'est l'instance représentative, si je puis dire, en France de l'APR, l'Alliance pour la République, le parti de l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, c'est ça? Oui, c'est le creuset de la réflexion. C'est le creuset de la réflexion, effectivement. Mais vous êtes là aussi avec nous aujourd'hui en tant que chroniqueur, tout simplement, en tant que débatteur, tout simplement. Voilà, au-delà de votre identité politique, bien entendu. Voilà, trois sujets dans cette édition de Panel Hebdo. Nous parlerons du Niger avec cette actualité sur les déchéances provisoires de nationalité. On en parlera dans quelques instants, dans quelques minutes. Et nous reviendrons sur la guerre au Proche-Orient avec Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, dans le viseur d'Israël, déclaré persona non grata en Israël. On en parlera tout à l'heure également. Et aux États-Unis, comme chaque semaine, jusqu'au 5 novembre prochain, la semaine américaine des chroniqueurs, les faits marquants de la campagne cette semaine, sélectionnés et commentés par les chroniqueurs. Voilà donc pour le sommaire. Mais avant d'aborder ces sujets, on va dire quelques mots quand même. On profite de votre présence ici, Ben Yaya Sy, pour dire quelques mots sur l'actualité sénégalaise, avec l'apparition cette semaine d'une brochure intitulée Sénégal 2050, agenda national de transformation, publiée par l'exécutif sénégalais. Alors c'est un bilan, c'est un plan détaillé du projet que propose le pouvoir actuel pour le Sénégal au cours des prochaines années. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative Sénégal 2050 ? Merci Francis. Sénégal 2050, c'est un peu trop loin pour ceux qui sont nés ou bien qui vont naître en 2024. Oui, vous dites ça en me regardant, moi, c'est très loin pour moi. Et c'est un document qui a laissé beaucoup de gens sur leur faim, parce que c'est une copie pâle du plan Sénégal émergent. Vous avez parlé de plan, mais en réalité, eux, ils l'intitulent un agenda, parce qu'il y a une différence entre un plan et un agenda. Un plan, c'est surtout sur le plan marketing. Ça veut dire, je vous offre quelque chose, j'ai une ambition, vous voulez m'accompagner, je vous vends une vision. Alors que l'agenda, c'est du timing jusqu'en 2050 avec différentes étapes et différents axes. La différence entre le plan Sénégal émergent, qui a été jusqu'à présent la référence de politique économique sociale, et l'agenda national de transformation du Sénégal, c'est comme le disait un journal qu'il mettait en titre, c'est les similitudes de la discorde. Les similitudes de la discorde parce qu'au niveau du plan Sénégal émergent, on se retrouvait avec 3 axes. Et au niveau de l'agenda national de transformation, c'est 4 axes. C'est un
une partie des axes du plan Sénégal émergent, surtout l'aménagement du territoire et le développement durable, qui ont été concentrés pour en faire un 4e axe. Vous n'allez pas mettre en concurrence le plan émergent Sénégal de Macky Sall avec ce plan qui vient être, ce projet en fait qui vient d'être diffusé par l'exécutif, parce que c'est pas du tout les mêmes. Alors moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est cette manière de projeter en fait, disons, toutes les grandes réalisations du Sénégal à l'horizon 2050. Notamment dans ce plan, on lit que le Sénégal, je cite, le Sénégal sera souverain en 2050. Alors je me suis dit, alors, entre-temps, le Sénégal n'est pas souverain Bon, c'est leur vision, c'est leur objectif, mais nous savons que le Sénégal est un État souverain. En fait, c'est une copie pâle. C'est quelque chose qui a été mal fait. Ils n'ont pas voulu reconnaître que ils ont juste repris le plan Sénégal émergent en y rajoutant des choses. À vous écouter, j'ai l'impression que vous dites que l'actuel pouvoir aura copié l'ancien pouvoir, c'est ça? Non, il y a une différence. Oui. C'est-à-dire que du temps de Wade, c'était le plus souvent des documents stratégiques de développement national. Oui. Nous, en 2012, quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, il avait proposé le Yoonu Yokkute, le chemin véritable du développement. C'est ça. Au bout de 2 ans, à partir de 2014, ce Yoonu Yokkute a été transformé en plan Sénégal émergent avec ses 3 axes et ses plans d'action prioritaires. Le dernier plan d'action prioritaire, c'était 2025-2029, avec un projet de budget de 20 700 milliards de francs CFA. Cet agenda nous revient avec 18 500 milliards de francs CFA, fait par un cabinet local, pour ne pas, entre guillemets, prendre les grands cabinets comme McKinsey, que nous avions pris à l'époque, et que d'autres pays, comme le Gabon, la Côte d'Ivoire, avaient pris par rapport à leurs projets émergents. Maintenant, la difficulté, ou bien la différence, c'est que nous, au moins, on avait un plan, avec un plan marketing, une vision à offrir aux partenaires financiers et techniques. Quand vous dites nous, c'est donc l'ancien pouvoir. C'était l'ancien régime. L'actuel régime nous propose un agenda avec un timing qui va jusqu'en 2050. Mais on ne nous dit pas sur quelle base cet agenda va être financé. On pourrait dire que, oui, là, comme on est en campagne pour les législatives, il fallait donner un signal aux électeurs qui ont porté au pouvoir Bassirou Diomaye Faye et Sonko, et les rassurer justement qu'ils ont une perspective pour le Sénégal. D'où les maladresses, mais en réalité, quand on creuse, on voit effectivement qu'il y a une forme de continuité qu'ils sont un peu honteux de reconnaître. Donc, il y a des maladresses. Absolument, absolument. Et donc, ils font comme s'ils inventaient la roue, mais il y a de la continuité dans ce qu'ils font. Et j'espère que, au sortir donc des législatives, on verra un peu plus clair là-dessus. Oui, on verra peut-être plus clair. Ils n'auront peut-être pas la majorité absolue, d'ailleurs. On ne sait pas. Il faudra négocier 2050 avec la prochaine majorité dans ce cas-là. Et puis, mais j'ajouterais juste un point, parce que normalement, ils auraient dû commencer par rappeler ce qui, dans le plan Sénégal émergent, avait déjà été fait par Macky Sall et puis son gouvernement. Ils font comme si table rase, comme s'il n'y avait rien avant. Comme s'il n'y avait pas de continuité de l'État. Exactement, tout à fait. Carrément. C'est ce qu'ils font en réalité. Mais, tout à fait. Mais ça, c'est surtout Sonko. Surtout Ousmane Sonko qui est en train, j'allais dire, de prendre sa revanche en réalité. Il n'est pas encore sorti, mais vraiment, je sens chez lui il y a une forme de rancœur parce qu'il n'a pas été, il a été emprisonné, il n'a pas été président de la République, mais ça c'était le vœu de Macky Sall, il ne voulait pas qu'il devienne son successeur. Et donc au fond, Bassirou Diomaye Faye, justement aussi, qui est en train de s'imposer comme président du Sénégal, maintenant, qui prend vraiment, qui porte cet habit maintenant. Et je pense que Macky Sall, Sonko doit trouver sa place véritablement dans
Oui. Non, moi j'allais dire que Diomaye Faye, il trouve sa place justement. Oui. Il arrive à se distinguer de Sonko, qui reste l'éternel militant du PASTEF. Exact. Diomaye Faye, lui, imprime sa marque de président. Tout justement, on a vu des vidéos circuler où il tensait ses ministres durant un conseil des ministres en disant il ne faut surtout pas refaire ce qu'a fait l'ancien régime, sur les accusations peut-être de malgouvernance. Sinon, nous serons tous comptables. Voilà, on ne s'est pas battu pour reproduire les mêmes erreurs. Donc voilà, on peut donner le bénéfice du doute à Diomaye Faye et le fait qu'ils veulent créer une rupture tout en s'inscrivant dans une continuité, effectivement, du plan Sénégal émergent. Oui, Grégory, un mot rapidement, on va passer au premier grand sujet de cette édition. Ça, je pense qu'on est vraiment en plein dans l'exercice d'une démocratie. Quand ils avaient énoncé cette volonté de mettre en exergue une rupture, on s'interrogeait de savoir justement est-ce qu'il allait avoir cette continuité d'État. Donc moi, je pense qu'on peut se réjouir sur cet aspect-là. Bien évidemment aussi, il ne faut pas perdre de vue, on est quand même face à un premier exercice du pouvoir et ça reste quand même des néophytes. Donc il y aura forcément quelques erreurs, voire quelques maladresses, mais moi, je trouve que c'est une bonne chose pour la démocratie et on attend de voir la suite. Il ne faut pas que le stage dure trop longtemps. Oui, avant de finir, ce que je voudrais dire, ça veut dire que voilà, c'est les maladresses. Déjà, le centre, là où se tenait cette présentation, le Centre international de conférence Abdou Diouf, c'est un enfant du plan Sénégal émergent. Voilà. Le terre que les gens, même les officiels, prenaient pour aller au niveau de ce centre de conférence international, c'est l'œuvre du président Macky Sall à travers le plan Sénégal émergent. Maintenant, on comprend aisément qu'ils sont dans cette logique politique en direction des législatives. Et moi, j'ai tendance toujours à dire ce qu'il disait à l'époque, il faut qu'il y ait des contrepoids. Ce serait une erreur grave de donner la majorité à l'actuel pouvoir. Et pour finir, je dirais également une chose. Il ne faut pas confondre surendettement et emprunter pour financer son développement. Ce ne sont pas mes propos, c'est le président Macky Sall qui le disait parce qu'il a été obligé de sortir de sa retraite pour recadrer un certain nombre de choses. Deuxièmement, la finance internationale, c'est très compliqué pour les collecteurs d'impôts et les vendeurs de terre. Bon, alors, il faut dire que cette brochure que nous évoquons, Sénégal 2050, a été préfacée par le président Diomaye Faye lui-même, Bassirou Diomaye Faye. Et il écrit dans cette préface, il explique que ce document, cette brochure, est, je le cite, l'expression de notre volonté collective de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère et de rompre avec les schémas du passé. Voilà, donc le contexte est bien posé. Mais on peut quand même le raccorder. Le bénéfice de la volonté politique, quand même. Bon, moi, je ne suis pas du tout convaincu. Après, Francis, vous savez, il y a aussi un exercice assez difficile pour nos États africains. C'est toujours, quand on est sur des projets d'infrastructure, c'est un temps long. Et on est sur des quinquennats où il faut aller assez rapide. Donc moi, je pense, c'est toujours bien en tout cas d'apporter une vision et un horizon. Ils ont peut-être vu long en disant 2050, mais je pense que c'est toujours important parce que c'est un temps tellement rapide, la politique, et qu'on peut finalement se retrouver dans des mesurettes et des choses assez banales, alors qu'on a besoin vraiment de choses, à mon avis, assez conséquentes et assez consistantes pour exercer dans la durée. Bon, en tout cas, vous n'allez pas convertir Yassi. Ça, c'était... encore. Déjà, le symbole du baobab, c'était une erreur de communication. Oui, bon. Le baobab entre dans certaines zones de l'Afrique de l'Ouest où il y a une pluviométrie entre 8 à 10 ans pour donner des fruits. Exactement. Dans les zones arides, ça met entre 15 et 25 ans. Et dans certaines parties de l'Afrique du Sud, comme dans le désert du Sahara, un baobab met 200 ans pour fleurir. Bon, on avait l'agenda 2063 de l'Union africaine. Oui. Maintenant, on a le plan Sénégal 2050. Bon, moi, les datations sont même un peu... Voilà, non, c'est juste par populisme et par, entre guillemets, panafricanisme qu'ils l'ont calqué sur cet agenda 2063 de l'Union africaine, bien sûr. C'est pour ça que j'évoquais cela. Et il faut, alors, pour fermer cette page sur le Sénégal, il faut dire que Macky Sall est monté au créneau quand même cette semaine pour protester vigoureusement contre le procès qui lui est fait en ce qui concerne les comptes du Sénégal tels qu'il les aurait laissés, puisque l'actuel exécutif considère qu'il a laissé le pays, les comptes dans un état calamiteux. Voilà. Et Macky Sall proteste et, argument à l'appui, considère qu'il a laissé le Sénégal, qu'il a laissé les comptes dans un état plutôt honorable. Et il y a une mission du FMI et de la Banque mondiale qui vient de rentrer, qui a fait un communiqué, dit que bon voilà, en ce moment on va vers
un programme d'austérité parce qu'ils sont incapables de gérer. Bon, c'est la guerre des comptes, quoi, en fait. Hein. Bon, on ne va pas se plaindre. C'est une guerre sans effusion de sang. Premier sujet de cette édition, on va parler du Niger avec des mesures de déchéance de nationalité prononcées cette semaine contre 9 personnalités, toutes proches ou anciens collaborateurs du président Mohamed Bazoum. Le président Mohamed Bazoum, toujours séquestré, comme on le sait, avec son épouse, dans une dépendance du palais présidentiel à Niamey depuis le coup d'État du 26 juillet 2024. Alfred, alors le putsch de juillet 2023 continue à faire des victimes, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça montre tout simplement que Abdourahmane Tiani ne sait pas où il va. Il n'est pas déjà capable de stabiliser le pays, d'assurer la sécurité comme c'était l'une des justifications du coup d'État, donc de son putsch. Et là, il cherche justement à écarter, à éliminer le plus possible les anciennes personnalités qui étaient proches du président Mohamed Bazoum. Et donc, au fond, je dirais c'est un coup d'épée dans l'eau. En réalité, c'est de l'affichage pour ses affidés, ses suppôts à Niamey. Mais très concrètement, si on suit les instruments juridiques internationaux, aucun pays n'a le droit justement de contester la nationalité. Ou doter la nationalité. Exactement. Transformer une personne en apatride. Exactement. Donc, ils sont complètement hors la loi. Alors, ils attendent qu'ils soient jugés et condamnés, mais peut-être par contumace. Mais tout ça, c'est de la gesticulation. C'est de la gesticulation, la réalité est plus, j'allais dire, terre à terre. C'est-à-dire, quand on est incapable de répondre aux objectifs qui ont poussé pour justifier le coup d'État, qui n'était même pas nécessaire pour le cas du Niger, eh bien, on va chercher comme ça à vouloir distraire l'opinion, comme changer le nom de rue et des choses comme ça, et on croit que c'est la révolution, alors que dans d'autres pays, ça a été fait depuis très longtemps. Donc je pense que c'est la distraction pour moi, et ça ne mène pas plus loin que ça. Stéphanie Hartmann. Oui, alors au-delà de la distraction, c'est surtout une arme qui va effrayer l'ensemble des Nigériens, qui vise à faire, c'est une instrumentalisation du droit, qui vise à faire taire toute forme de contestation. Vous l'avez rappelé, ce sont principalement des proches du président Mohamed Bazoum qui ont été visés. Alors je pense que c'est une façon aussi indirecte de le toucher lui-même, aussi, à défaut de le toucher. Et parmi ces proches-là, il y a Rissa Agboula, qui était l'un des chefs touareg irrédentistes dans les années 90, qui, au lendemain justement du coup d'État, avait tout de suite refusé ce coup d'État sans appeler à la lutte armée, précisons bien. Il aurait pu le faire, parce qu'il a quand même des troupes, et il l'a pas fait. Et Rissa Agboula, donc visé par cette déchéance provisoire de nationalité, on pourrait aussi s'attarder sur le terme de provisoire. De déchéance provisoire, absolument rien dire, c'est absolument inédit. Il a obtenu, selon Jeune Afrique, l'asile politique en France, ce qui veut dire qu'il n'a pas la nationalité française, ce qui veut dire qu'effectivement, comme vous le disiez, professeur Toumba Changoloko, que le Niger, du coup, piétine les traités internationaux qu'il a signés, la Convention de 1961 sur l'apatridie, qui est effectivement interdit aux États membres d'échoir une nationalité si les ressortissants n'ont pas d'autres nationalités, parce que nationalité, c'est aussi des droits, tout à fait. Et puis, je voudrais dire que ces 9 personnalités qui ont été déchues provisoirement de leur nationalité sont pour la plupart en exil. Donc, de fait, ils n'ont plus aussi... ils ne peuvent plus participer à la vie nationale. D'ailleurs, quelques-uns ont réagi en disant je ne veux même pas réagir à ça, parce que de toute façon, je suis en exil, je ne peux rien faire. Voilà. Donc, encore une fois, c'est une instrumentalisation du droit, et ça montre aussi que ces régimes un peu paranoïaques sont fébriles, puisque après s'être trouvé des ennemis extérieurs, se trouvent des ennemis intérieurs pour défendre leur illégitimité. Ben Yalassi. Oui, c'est malheureux de le constater. Au lieu de s'occuper du quotidien des Nigériens, là, en ce moment, il y a des inondations dans certaines villes. C'est ça. Oui. Les gens s'attendent à une amélioration de leur vécu quotidien, le progrès, des avancées au niveau de la médecine, se soigner au moment opportun, aller à l'école, avoir une instruction et après avoir un travail.
on voit que ça ne les intéresse pas. Ils sont arrivés au pouvoir. C'est vrai qu'ils ont en face d'eux un homme politique aguerri qui a su, malgré les conditions difficiles dans lesquelles il est, absolument, il tient toujours tête, Mohamed Bazoum. Le président Mohamed Bazoum, il tient toujours tête, il est là malgré toutes les privatisations, il reste digne, mais il se considère comme le président démocratiquement élu du Niger. Et ça, ils ne l'acceptent pas, ils ne le lui pardonneront pas. Donc tous les moyens sont bons. À force, ou bien à défaut de pouvoir le toucher directement, ils essaient de passer par les gens qui lui sont proches, ou bien ses soutiens, ou bien ses probables soutiens, en espérant qu'ils pourront le déstabiliser. Mais l'homme que je connais de loin, qui a été étudiant à l'université de Dakar au niveau du département de philosophie, qui faisait partie de nos grands frères, tel que je l'ai vécu, tel que ses anciens compagnons le décrivent, parce qu'il a fait partie aussi de l'Union des Africains. C'est un militant. C'était un militant et c'est un combattant de la cause démocratique. Je ne pense pas qu'en faisant tous ces mauvais procès à son égard, ils pourront l'abattre. Non, je n'y crois pas. Mais c'est bien malheureux pour le pays frère. Exactement. Il faut dire que tout cela intervient dans un contexte particulier parce qu'il y a eu des actes qui ont été posés, je veux dire, dans cet agenda de la répression. Hein. Au mois d'août dernier, il y a eu une ordonnance qui a été publiée par la junte de Niamey et qui portait sur la création d'un fichier de personnes qui seraient soupçonnées, alors je cite, d'actes en rapport avec le terrorisme et autres infractions portant atteinte aux intérêts stratégiques et ou fondamentaux de la nation ou de nature à troubler gravement la tranquillité et la sécurité publique. Autant dire que ça peut toucher n'importe quel Nigérien. En fait. Mais Stéphanie a dit tout à l'heure qu'il essaie d'étouffer toute velléité de contestation, toute velléité de protestation. C'est exactement ça, c'est-à-dire susciter la terreur et étouffer toute possibilité de contestation, de manifestation à l'intérieur donc du Niger. Mais ça ne vous rappelle pas quelques sombres années des années 70 ? Exactement, on fait un retour en arrière et qui, à mon avis, moi je dis, il y aura un autre coup d'État. Ne commencez pas par faire des prévisions dans cette émission, parce que vous me faites penser à quelqu'un. J'espère que vous ne sortiez pas aller à Niamey prochainement, professeur. Grégory. Moi, Francis, je ne vous le cache pas, je suis indigné par la situation au Niger, parce que on assiste à cette radicalité, on assiste aussi à ce... Maintenant, en fait, il suffit d'estampiller le mot panafricain. C'est pas la radicalité, c'est la radicalisation. Oui, la radicalisation, mais surtout ce que je veux dire, parce qu'on a parlé tout à l'heure, tu l'évoquais, rebaptiser des avenues. Maintenant, il suffit d'estampiller le mot panafricanisme comme s'il y avait du crédit derrière, il y avait une politique. Tout à l'heure, on parlait, on est face à des dirigeants, pour moi, qui sont totalement amateurs, qui naviguent à vue, aucune vision. Et on voit aussi que, parce que finalement le Niger est le jeune pousset parmi la messe, et il y a un mimétisme qui est en train de se faire, parce que cette même radicalisation, on la voit aussi au Mali, on la voit aussi au Burkina Faso, et ce sont les mêmes procédés, toujours les mêmes choses. Une communication, on met le panafricanisme en exergue pour soi-disant montrer qu'on a une vision, mais il n'y a rien, c'est vide, c'est des coquilles vides. Donc c'est pour ça que je suis indigné, parce que quand même le Niger, c'est un pays qui habite une population très jeune, plus de 80% qui ont moins de 25 ans, une démographie très forte. Quel héritage on va laisser ? Là, on est en train de montrer à ces jeunes-là, c'est un pays, on ne sait pas s'il va avoir une issue, et quel héritage on va laisser à ces pays, au-delà du fait si on parie ou pas sur un coup d'État. Moi, je m'inquiète plutôt de ça, et c'est dans ce sens-là que je suis très indigné par la situation. Je vais revenir, Stéphane Hertman, sur justement la notion d'apatridie, parce que, en fait, en ce moment, on observe également, parce que Grégory a évoqué les autres juntes du Sahel, notamment le Burkina Faso et le Mali. Ce mot apatridie fait maintenant partie du logiciel de ces juntes, puisqu'en fait, toute personne, notamment vivant à l'extérieur de ces pays-là, qui serait donc ressortissant de ces pays, est considérée comme apatride. Ce sont des mots comme ça maintenant qui sont jetés. C'est le corollaire de la souveraineté. C'est ça en fait, c'est simplement. C'est-à-dire qu'on revendique qui est nigérien, on va faire le tri entre qui est vrai nigérien, qui est pas vrai nigérien. Si vous ne soutenez pas la junte, vous n'êtes pas un bon nigérien, bon burkinabé. Vous signalerez que le Mali et le Burkina Faso n'ont pas fait ce passage de la déchéance de la nationalité. Voilà, je ne veux pas non plus mélanger. Il y a d'autres procédés.
procédés qui sont faits. Quoi, mais, au Burkina Faso, on jette des personnes en pâture régulièrement sur les réseaux sociaux, considérées comme apatrides. Oui, non, mais je veux dire, l'apatridie est un autre souci. Oui. C'est tous ces enfants qui sont nés et qu'on ne peut pas déclarer à l'école, qui sont nés et qu'on ne peut pas déclarer à l'état civil puisqu'il n'y a pas de mairie. Le Niger était moins concerné par ces cas d'enfants fantômes, de personnes fantômes. C'est surtout le Burkina Faso et le Mali, des enfants qui naissent, qui n'ont pas de droit puisqu'on ne peut pas les... Il n'y avait pas d'État, alors ce n'est pas les gens qui sont responsables pour le coup. Mais pour le coup, l'apatridie, c'est aussi ça aussi. C'est-à-dire que l'absence d'accès à l'école, l'absence de pouvoir voyager, ces réfugiés qui sont créés aussi par la guerre, la lutte contre le terrorisme, toutes ces personnes-là aussi peuvent aussi souffrir d'apatridie, quoi. Voilà. D'accord, évidemment, mais là, on parle de cette notion d'apatridie, ce statut désormais qui est projeté comme ça contre toute voix dissonante contre ces régimes, contre les opposants d'une manière générale. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tout opposant à ces régimes est considéré comme apatride, comme un mauvais citoyen. Comme notre ami Barry, qui est avec Newton Barry, désormais estampillé apatride. Exactement. Donc, non, mais en réalité, ce qui se passe effectivement dans ces pays-là, moins au Mali, je ne sais pas si au Mali ça se passe comme ça, mais il y a une chose qui est sûre, qui est commune à ces trois pays, c'est ce qu'on a dit, vouloir museler toute opposition interne. Alors, est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter de ce processus bien sûr. de bannissement en réalité c'est ça, c'est exactement ça. Oui, bien sûr. Il faut vraiment s'en inquiéter puisque, il se passe quoi? Ou alors, un matin, on débarque chez toi, on t'enlève, ou tu sortais, tu allais au marché, on t'enlève, on ne sait pas où tu es, ou alors on te force on t'envoie au front. Alors que c'est le rôle de ces militaires, de ces putschistes, d'être au front et pas dans les palais à Ouaga ou à Niamey ou à Bamako. C'est vraiment le paradoxe de cette histoire. Et puis, on frappe de plus en plus les journalistes pour les museler justement, pour qu'ils n'exercent pas cette vigilance critique démocratique. Malheureusement, l'apatridie est vraiment dans le droit chemin de ces droits qu'on est en train de ôter à ces peuples-là. Après, c'est la déchéance de nationalité, quand même un fait plutôt récent. Quand vous regardez dans l'histoire des nations, ça a monté beaucoup dans les pays occidentaux avec la montée du terrorisme. La France, je crois que ça date de 98. Avant 98, en Australie, c'est 2007. C'est ça. Et le seul précédent que j'ai trouvé, c'est l'Allemagne nazie, en fait. L'Allemagne nazie utilisait... alors, on ne parlait pas de déchéance de nationalité, on parlait de dénaturalisation. C'est ça. Et qui ont fait que Albert Einstein, Hannah Arendt ont été déchus de leur nationalité allemande et ne l'ont jamais retrouvé. Très bien. Très bien. Oui. En tout cas, désormais, ça s'inscrit dans le logiciel de ces régimes autoritaires. Et tout à fait. De ces nouveaux régimes autoritaires qui émergent sous les cieux africains. Vous savez, au vu de ce que nous constatons, que ce soit avec ces régimes populistes et panafricanistes, entre guillemets, le pouvoir, c'est l'arme fatale contre les populistes. Chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir, par des procédés, c'est la gestion du pouvoir qui pose problème. Donc, ils sont obligés d'inventer toutes ces choses pour se justifier. C'est des actes de justification qui sont posés en lieu et place de la gestion réelle du pouvoir. Merci. On va peut-être y revenir après, mais c'est aussi de l'instrumentalisation du droit. Et c'est ce qui pose le problème de l'état de droit, et on pourra parler. Vous dites la même chose. Deuxième sujet de cette édition, nous allons parler de la guerre au Proche-Orient. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, visé par Israël, déclaré persona non grata sur le sol israélien. La semaine dernière, 104 États membres de l'ONU et aussi l'Union africaine ont condamné la décision d'Israël de déclarer persona non grata sur son sol le secrétaire général de l'ONU. Les 104 nations ont réaffirmé leur plein soutien et leur entière confiance dans l'action de Guterres en réaction aux tensions de plus en plus vives entre l'ONU et Israël, où les autorités n'hésitent pas à qualifier, n'ont pas hésité à qualifier Antonio Guterres d'antisémite, entre autres joyeuseté. Principalement, oui. Entre autres joyeuseté, oui. Alors, il faut dire que le gouvernement israélien a décidé de ne tenir aucun compte des avis de l'ONU sur les conséquences des actions militaires menées à Gaza et au Liban. Ben Yassi, est-ce qu'on peut dire que le secrétaire général de l'ONU, qui interdit désormais sur le sol israélien,
voilà, ma question est, voilà, c'est un fait inédit quand même. Oui, c'est la première fois. Oui. Bon, à ma connaissance, c'est la première fois dans l'histoire de l'ONU, depuis sa création, qu'on entende que le secrétaire général de l'ONU est déclaré persona non grata, surtout par un État membre de cette même organisation. Ça pose problème, mais ça se comprend également parce qu'il y a une action qui est en cours. On comprend l'homme Ben Netanyahou. Il est en train, comme je le disais la dernière fois, à travers le conflit ou bien cet engagement contre la Hamas, de régler parallèlement une question domestique. C'est par rapport à son maintien au pouvoir, parce qu'il y a des questions juridiques qui l'attendent à titre personnel. Et deuxièmement, c'est une façon, en déclarant Antonio Guterres persona non grata, aussi de mettre la pression, parce qu'il veut que les forces onusiennes au niveau du FUNUL, qui est au Liban. Parce qu'il veut que les casques bleus partent. Et jusqu'à présent, le secrétaire général adjoint de l'ONU, qui est en charge de ces forces, a dit qu'ils ne quitteront pas, parce qu'ils ont une mission à remplir. Donc, à force de vouloir pousser le bouchon et que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de résultat, il se dit, je vais frapper au niveau de la tête. La tête, c'est le secrétaire général. Alors, Israël a demandé que la FINUL, donc la force onusienne au Liban, se retire du théâtre du conflit. Bon, c'est une manière implicite de réclamer en fait le départ de cette force de la FINUL, quoi. D'ailleurs, il y a une vive protestation de la quasi-totalité des États membres de l'ONU qui considèrent que voilà, un pays n'a pas le droit de réclamer à l'ONU le départ de ce dispositif, de ce genre de dispositif. Sauf que nous avons assisté à des bombardements de ces positions des forces FINUL. Oui. Et donc, il y a eu des blessés, donc des blessés graves. Donc, c'est plutôt à Israël d'arrêter ses bombardements plutôt qu'à la FINUL de partir. Je peux me permettre. Et on a déjà entendu un pays demander le départ d'une mission onusienne. Il suffit de penser à la MONUSCO en République démocratique du Congo. Mais c'est le pays qui hébergeait cette force qui a demandé le retour de la MONUSCO. Là, c'est un pays étranger qui demande, c'est-à-dire à un autre pays souverain, de faire partir les troupes qui sont présentes sur son sol. Ce n'est pas du tout le même processus. Oui, mais M. Alompo, c'est quand même pas nouveau que Israël ne respecte pas les décisions de l'ONU. Vous l'avez rappelé, ils ont qualifié l'organisation de terroriste en mars dernier parce que Antonio Guterres s'approchait et voulait faire une visite près de la bande de Gaza. Ils ont reproché à Antonio Guterres de ne pas avoir suffisamment condamné l'attaque du 7 octobre 2023, puisque Antonio Guterres avait rappelé que cette attaque faisait suite à 59 ans d'occupation. Il faut rappeler qu'il y a une résolution de l'ONU qui date de 67 à l'issue de la guerre de 6 jours qui demandait à Israël de se retirer des territoires occupés que Israël a conquis durant cette guerre, chose qui n'a jamais été faite depuis 50 ans, que de nombreuses résolutions de l'ONU demandent à Israël d'arrêter d'occuper la Cisjordanie et la colonisation perdure avec violence en Cisjordanie. Donc Israël n'a jamais respecté les résolutions de l'ONU. C'est aussi ça le problème. Alors, on va dire la chose autrement. Et il y a des raisons pour ça, mais je vous le dirai après. Alors, Alfred, un pays qui ignore donc les avis de l'ONU, en même temps que ses résolutions, qui interdit sur son sol le secrétaire général de l'ONU. Est-ce que, de fait, Israël ne s'exclut pas, de facto, j'allais dire, du concert des nations, ou plutôt de l'Organisation des Nations Unies? Alors, avant de répondre à votre question, Francis, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière, 1947-48. Le premier représentant des Nations Unies en Israël avait été tué par qui? Avec son commandant français, par les amis de Menahem Begin et Yitzhak Rabin. Bien. Donc il y a quand même un passif qui est là avec les Nations Unies. Maintenant, si on revient à aujourd'hui, je pense que ce qui se joue là, le bras de fer que Netanyahou engage contre les Nations Unies, notamment par rapport à la FINUL, c'est pour faire oublier les massacres à Gaza. Ça fait quand même 42 000 personnes qui sont tuées à Gaza, qui n'ont rien à voir avec le Hamas. Vous voyez, jusqu'à présent, Israël a réussi à éliminer les uns après les autres les responsables politiques ou militaires du Hamas. Si, après le 7 octobre 2023, Netanyahou avait appliqué la même politique, il n'y aurait pas eu 42 000 morts.
Simplement, comme tu l'as dit aussi, il était contesté jusqu'à ce moment-là par... Tous les soirs, il y avait des manifestations à Tel Aviv pour exiger le départ de Netanyahou. Et c'est là où la brigade d'Esdin Al-Qassem a remis Netanyahou dans le jeu. Oui. Et au fond, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui à Gaza et puis au Liban, c'est vraiment ce bras de fer-là par rapport à une question interne. En réalité, comment ça qu'Israël, Katz disent aux Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères d'Israël, que le secrétaire général des Nations Unies, c'est de la gesticulation politique, mais à dimension interne, puisque de toute manière, tous les pays ont condamné. Et puis, j'étais assez surpris que l'Union africaine sorte de son long silence, n'est-ce pas? Voilà, l'Union africaine, c'était quand même assez bizarre. Je dis, enfin, ils se réveillent fort bien. Donc, il y a cet aspect-là. Et je pense aussi que l'argument qui est avancé par Netanyahou de dire si Israël tombe, donc le monde libre tombe, etc., pour légitimer en plus le fait d'avoir aussi les armes américaines et tout ça, ils sentent maintenant la pression américaine pour dire... Mais la question que j'allais vous poser, pour vous aider à conclure, j'allais dire. Voilà, je pose la question au professeur que vous êtes. C'est-à-dire qu'un pays un pays membre de l'ONU qui oppose systématiquement son bon droit à l'Organisation des Nations Unies, et comment vous analysez-vous cette anomalie diplomatique? Est-ce que cela s'inscrit dans le droit international ou pas? Est-ce que cela s'inscrit dans l'ordre international tel que conçu par les pays membres de l'ONU? Non, pas du tout. Simplement, ce qui se joue là, c'est la mauvaise conscience de la communauté internationale depuis la création de l'État d'Israël, au sortir du nazisme, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui fait que chaque fois, même toutes les résolutions que Stéphanie a rappelées ici, que Israël a violées, n'a pas reconnu, notamment la 242 en 1967, pour dire, de revenir aux frontières initiales. Tout cela, c'est vraiment parce qu'Israël sait qu'il y a cette histoire de l'Holocauste qui pèse et que la communauté internationale peut protester. Il n'y a aucun qui va exiger, même si certains demandent la sortie d'Israël des Nations Unies. Mais Israël sait aussi très bien qu'il ne peut pas sortir des Nations Unies. La preuve, c'est quand, au niveau de l'Assemblée générale, tous les pays ont accepté le principe de la reconnaissance de l'État de Palestine. Ils ont été les premiers à protester. Oui, Grégory, rapidement, allez-y. Situation bien évidemment très complexe et la position de Benjamin Netanyahou à l'égard d'Antonio Guterres, je pense qu'il ne faut pas perdre d'horizon ce qui s'est joué au XXIe siècle dans les relations internationales, avec notamment le 11 septembre. Lorsqu'on a parlé du 7 octobre 2023, on a fait tout de suite à la même teneur et dans la même conséquence ce qui s'est passé le 11 septembre. Quand il y a eu la position belliqueuse du régime américain pour intervenir en Irak, je pense que forcément Benjamin Netanyahou reste dans cet état d'esprit et bafoue ce qui se passe et les décisions... C'est un mensonge politique historique quand même. Oui, c'est la base d'un mensonge politique historique. Oui, mais je pense que du coup, il s'estime être dans son bon droit et c'est pour ça aussi qu'il a cette position. Et vous savez, maintenant, je pense le monde a beaucoup changé avec ces nouveaux dirigeants qui restent très longtemps au pouvoir. Benjamin Netanyahou, c'est 23 ans au pouvoir, plus 3 ans en fin des années 90. Donc forcément, plus il y a cette longévité, plus il y a cette radicalisation. Et ça ne m'étonne pas. Et par ailleurs... C'est pas une fatalité. Non, mais aussi... Ce qu'il faut dire aussi, parce que là où il y a de la complexité, on ne peut pas occulter, faire fi de la notion géopolitique et ce qui se joue dans la sous-région. Moi, je pense honnêtement, par rapport à ces différents équilibres, c'est pour ça qu'il y a aussi cette alliance et ce soutien des pays occidentaux, parce que oui, il y a des régimes qui sont très radicalisés dans la sous-région, notamment, je l'avais évoqué, cet axe de résistance qui est fait avec l'Iran, bien évidemment, ses proxys avec... Oui, la Grégory, non. Si, bien évidemment, ça fait partie de l'équilibre. C'est pourquoi d'ailleurs l'Arabie Saoudite... Ça fait partie de la propagande, au fond, qui est diffusée par Netanyahou et ses suppôts. La réalité est très simple.
on était déjà parti de cette idée que les pays du Moyen-Orient, les pays arabes, veulent la disparition d'Israël. Depuis que ce mythe-là a été créé, est-ce qu'Israël a disparu? Aujourd'hui, ça fait 1 an que Netanyahou détruit Gaza. Est-ce qu'il y a un seul pays arabe du Moyen-Orient qui s'est levé pour dire on prend les armes contre Netanyahou? Non, justement, ce sont des rappels intéressants. Oui, mais ils ont signé des accords. Ils ont tous reconnu Israël. Et chacun d'entre eux sait très bien que, enfin, j'allais dire, la question palestinienne, ils l'ont mise à la trappe, tous les pays. Ils ont compris qu'ils ont intérêt à s'entendre avec Israël, parce que militairement, etc. Et puis, il y a des bénéfices économiques, des bénéfices géopolitiques dans la région. Donc, avec un État d'Israël qui est solide, qui est stable, ça aide leurs intérêts, justement. Ça évite aussi, dans ces propres pays-là, la radicalisation des oppositions internes. Un sujet, juste un mot, c'est ce que je disais, c'est là qu'il y a complexité, ce n'est pas manichéen. Il n'y a pas d'un côté les pays arabes et de l'autre côté Israël. C'est pas ce que dit Alfred. Non, si, parce qu'à un moment donné, on disait par rapport à l'éradication d'Israël, tout le monde n'a pas la même position dans la sous-région. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas unanimité au sein de la Ligue arabe. Après, il y a une division chiite-sunnite. Exactement. C'est principalement ça. C'est pour ça que je le dis. On regarde ce qui se passe au Yémen, bien évidemment. Moi, je suis curieuse que vous n'ayez pas cité, Francis, en introduction, en quelques mots, allez-y. Emmanuel Macron qui a dit que Israël était plutôt... Mais j'allais finir avec ça, Stéphanie. J'allais vous inviter à conclure le sujet sur cette polémique, évidemment, cette polémique provoquée par les propos d'Emmanuel Macron, qui a rappelé donc cette semaine à Benjamin Netanyahou qu'il ne fallait pas qu'il oublie que son pays a été créé grâce à une résolution de l'ONU. Polémique, évidemment, à tous les étages en France, quoi. Vous voulez dire un mot? Cela vous inspire? Alors, une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Malheureusement, c'est qu'il distille des phrases comme ça, un peu à l'emporte-pièce, et il n'y a pas une diplomatie très claire c'est son style, sur ce sujet, mais il a eu raison de le rappeler. Et encore une fois, on a vu la levée de bouclier de la censure qui tout de suite sort les accusations d'antisémitisme, comme on a vu pour Antonio Guterres, alors que les deux choses sont deux choses très différentes. Et qu'Israël devrait être reconnaissant. Le président du Sénat, d'ailleurs, c'est ça, Gérard Larcher, qui a sorti cette énormité, évidemment, en disant que les propos d'Emmanuel Macron s'apparentaient à de l'antisémitisme. Alors que ça n'a rien à voir du tout. En fait, quand on veut disqualifier celui qui dit la vérité sur cette situation, on l'accuse, on le taxe d'antisémitisme. C'est le point de Godwin, finalement. Exactement. C'est le nouveau point Godwin. En fait, en analysant la situation, que ce soit la situation géopolitique, que ce soit le comportement de certains États, en plus de ces dichotomies entre chiites et sunnites, ce que l'on constate, c'est, en résumé, la célèbre phrase du général de Gaulle, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Merci, c'est une belle conclusion. Alors, on va donc passer au troisième sujet, la campagne pour l'élection présidentielle du 5 novembre prochain aux États-Unis. Alors, c'est le moment d'écouter, madame, messieurs, les faits marquants, les faits qui vous ont marqué, les faits de la campagne, de cette campagne pour la présidentielle aux États-Unis, qui vous ont marqué les uns et les autres cette semaine. Alors, je suppose que... je vais commencer par... Qui veut commencer? Je suppose que moi, je suis en dehors des sentiers battus. Moi, je veux bien commencer, mais ça va être un peu... si vous êtes en dehors des sentiers battus, on va donner donc, la parole à Alfred, qui, je sais, a regardé avec beaucoup d'attention la dernière prestation de Kamala Harris sur Fox News, donc en terrain miné, Fox News. Exactement, c'est ça qui est intéressant. Qu'elle ait accepté d'aller en terrain ennemi. Entre guillemets. Mais c'est un passage obligatoire à Fox News. Oui, non, mais... Elle a dit que c'était pour contrer le débat, en fait, comme il n'y avait pas de deuxième débat. Exactement. Et donc, elle a su, mais vraiment, alors, pour moi, montrer sa pugnacité, parce qu'on lui reproche souvent cela, de ne pas être pugnace, ou cette accusation d'incompétence, de lire ses fiches et des choses comme ça. On oublie que c'est une ancienne procureure, et donc qui a du coffre. Et donc là, ça a été vraiment très intéressant qu'elle passe par Fox, et que quand il fallait contrer le journaliste qui l'interviewait, le faire, et ce qu'elle a su faire de très bien, c'est au fond chaque fois qu'on lui posait des questions, par exemple sur Biden,
au lieu de répondre à cette question directement, elle passait par Trump pour dire, ben voilà, Trump, il est ceci, Trump, voilà ce qu'il a fait, etc. Et puis, bon, quand on lui a posé la question, est-ce que demain, voilà, tu as dit que il n'y a pas de différence entre toi et Biden, qu'est-ce que tu ferais demain? Il dit non, non. De toute façon, si je suis élu président... Il a tutoyé pas. Non, non, mais évidemment, ça c'est... non, il n'a pas osé. Hein. Et que donc, ben, justement, c'était de dire, non, non, je ferai différemment et ma présidence sera différente de celle de... Moi, est-ce que la prestation a été réussie? Parce que c'est pas ce que disent, en tout cas, les partisans de Trump. Hein. Ah ben évidemment, les partisans de Trump, même quand il a... Pas que, on va écouter Grégory. Quand il avait défait Trump sur ses NBC, c'était pareil, ils avaient dit non, qu'il était... Et pourtant, tout le monde avait constaté que Trump avait été battu, et donc c'est pourquoi il a refusé les autres débats. Non, non, je crois qu'il y a du panache de sa part d'avoir accepté justement d'aller sur Fox. Est-ce que ça va... réussir, ça c'est moins sûr. On écoute Grégory. On continue le tour de table de la semaine. Oui. Ouais. Grégory. Moi, ce que je voulais dire, ce qui m'a marqué, en fait, c'est qu'on est dans un narratif, et ce qui est assez drôle, où on peut prendre ça de manière un peu légère, c'est qu'il y a un narratif du côté des États-Unis qui est en train de se passer, où c'est toujours très serré, et on voit des choses, on voit quand même une Kamala Harris qui est assez proactive, et qui est assez offensive, notamment avec cette interview accordée à Fox News. Et en France, on a tout un autre narratif. Là, on découvre que finalement, Kamala Harris n'est pas sûre de gagner. Et par ailleurs, on découvre qu'elle n'est pas si populaire que ça auprès de la communauté hispanique, les latinos. Donc, on a l'impression que là, on dirait qu'ils sont en train de se rétracter. Donc, c'est vraiment, on est dans on va dire, dans l'entertainment américain. De toute façon, comme on l'a dit souvent, ça va jouer sur les swing states, et c'est un peu étrange, parce que c'est comme si nous, on imaginait, par exemple ici en France, que la campagne se jouait uniquement dans les banlieues et certains terrains ruraux. C'est ça ce qui est en train de se passer aux États-Unis. On a tous les autres, un certain nombre d'États qui sont totalement occultés. On se concentre uniquement sur ces 7 États. Et là, la Géorgie le démontre, on a assisté à un record de participation en Géorgie. Quoi. Oui, oui. Dans le Wisconsin aussi, ça commence. Oui, là. En fait... Votre actualité américaine, oui, cette semaine. Là, Kamala, elle a été très courageuse en acceptant cette invitation, et je pense que c'était un bien pour un moindre mal, parce que ça a permis au moins de la découvrir face au, bien sûr, un terrain miné, ennemi. Elle a été à la hauteur. Bon, c'est vrai qu'elle a suivi les conseils de ses conseillers en communication, en retournant intelligemment la question chaque fois sur Trump. Ça, c'était un point positif. Maintenant, est-ce que le fait d'avoir participé à ce débat va être productif en termes de points? C'est la question à laquelle nous nous posons tous. Je pense que en ce moment, présentement, et ces spin doctors doivent être au courant que c'est très serré. Oui, oui, oui. C'est très, très c'est serré. très serré. Maintenant, est-ce que ce débat va pouvoir lui permettre de gagner des points? On saura sous peu. Parce que de toute façon, elle est entraînée là. Elle a eu aussi une campagne avec les anciens des républicains. Qui sont contre Trump. Hein. Voilà. Écoutez, le choix décalé de Stéphanie Hartmann. Oui, non, moi je voulais faire un pas de côté. Et justement, suite à ce constat où l'élection est très très serrée, aucun des deux candidats ne se dégage. Je crois qu'ils sont à 48%, chacun de côté, selon un sondage qui date de début octobre. Moi, je voulais parler des candidats indépendants. Parce qu'on a toujours l'impression que... des 2 ou 4% restants, en fait. Oui, tout à fait, mais vous allez voir, Francis, que c'est pas inintéressant. Non, pourquoi je veux parler des candidats indépendants? Donc, ils sont 3. Il y a Jill Stein du Parti vert, Cornel West, universitaire afro-américain, et le dernier, c'est Chase Oliver du Parti libertarien, qui se définit comme gay et armé. J'ai beaucoup aimé cette définition. Gay et armé. Gay et armé. Voilà, progressiste et armé. N'est-ce pas? Gay et gun. Et pourquoi c'est intéressant, ces candidats indépendants sont intéressants, puisqu'on a assisté depuis les années 2000, l'élection américaine, la différence se joue à quelques milliers de voix. On a vu le différent entre Al Gore et Bush. D'ailleurs, Ralph Nader, à cette époque, en 2000, était accusé d'avoir siphonné les voix d'Al Gore, et que si Ralph Nader ne s'était pas présenté, Al Gore remportait l'élection. On l'a vu aussi avec Hillary Clinton en 2016 et Donald Trump.
les contestations. Donc c'était important aussi de regarder ces petits candidats. Et ces petits candidats, sur les 3, Jill Stein, il y en a 2 qui auraient tendance à voler des voix aux démocrates, donc Jill Stein du Parti vert. Et Cornel West, je voulais m'arrêter sur lui, c'est un universitaire afro-américain qui a été très critique des 2 mandats de Barack Obama, tout à fait. Et voilà, qui est plutôt très à gauche d'ailleurs. Il dit socialiste mais pas marxiste. En gros, son objectif, c'est de présider l'Empire américain pour le démanteler. Voilà. D'accord. Et voilà, donc c'était important. Et on lui a reproché ces derniers temps, on a fait beaucoup de pression. Le Parti démocrate fait beaucoup de pression sur Jill Stein et Cornel West pour qu'ils retirent leur candidature, et ce à quoi ils se refusent. Donc, voilà, Kennedy Junior merci beaucoup, parce que Trump fin août, voilà. Ce sont des gens dont on ne parle pas beaucoup, évidemment. Souvent, on se focalise sur 2 candidats, 2 grands candidats. Et ceux-là aussi participent évidemment fortement de la démocratie américaine, de la vitalité de cette démocratie. Alors, avant de vous donner la parole, Grégory, moi j'ai retenu pour vous, que fait aussi cette semaine la radio publique américaine, le NPR, qui a rapporté cette semaine que lors d'une conférence de presse, il y a quelques jours, Trump a émis pas moins de 162 mensonges en 1 heure, soit 3 mensonges par minute. Alors, en même temps, en parallèle... C'est pas nouveau. C'est la vérité alternative. Oui, mais en fait, les membres de cette radio, les journalistes, ont réellement fait le décompte. Oui. Ensuite, voilà, ils ont décrypté les mensonges et puis, ils ont fait, comment on appelle ça maintenant, le check... C'est fact-checking, merci. Le fast-checking, merci beaucoup, le fast-checking. Alors... Donc, en même temps, un sondage a révélé que 34% des Américains, c'est pas mal, 34%, ne se préoccupent plus de savoir si une information est juste ou fausse, désormais, et que, voilà, ce qui est supposé être un mensonge n'a aucun impact, en fait, sur le choix des électeurs, quoi. C'est la théorie de Trump, hein. Oui, on est bien rentré dans l'ère de la post-vérité. Tout à fait. C'est l'ère de la post-vérité, quoi. Oui. Et puis, voilà, autre sujet que j'avais gardé pour vous, il y a eu cette séquence surréaliste cette semaine de Donald Trump à la fin d'un meeting, qui est resté silencieux avec ses accompagnateurs sur scène pendant une bonne demi-heure, les yeux mi-clos ou clos, en se balançant sur les sons de plusieurs musiques comme ça, de sa playlist en fait préférée, quoi. Une campagne vraiment pas comme les autres, en fait, un moment surréaliste de cette campagne, et qui a d'ailleurs amené Kamala Harris d'ailleurs à commenter, à faire quelques réflexions et à émettre quelques doutes sur la santé mentale du candidat Donald Trump. Voilà. Mais ce que je voulais ajouter aussi, parce que dans l'analyse de ce qui se passe aux États-Unis, c'est que on voit qu'il y a un nouveau mode de communication. On parlait des stratèges tout à l'heure en communication. Par exemple, il n'y a eu qu'un seul débat entre les 2 candidats, alors que d'habitude, on a toujours 3 débats, plusieurs débats. Et il y a Trump aussi... pas free. Hein? Oui, Trump pas free, mais voilà. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'utilisation des podcasts, notamment par Kamala Harris. Et je pense que ça, c'est des choses qui vont beaucoup se développer. Et on va voir du coup par ricochet ce qui va se passer ici en Europe et en Occident. Et donc, il y a un nouveau rapport par rapport aux électeurs qui est en train de se jouer. Merci, on va arriver. Alors, vous voulez faire un fact-checking? Oui, c'est juste pour dire que Donald Trump fait du Donald Trump. C'est-à-dire que, et ses électeurs ne s'y trompent pas. Tout ce qu'il fait là, la comédie qu'il joue, la danse et toutes ces choses-là, ça va vraiment dans sa stratégie. Ça fait partie du spectacle. Du spectacle et de sa communication. De sa communication. Et je pense que les démocrates auraient tort justement de ne pas en tenir compte dans ces derniers jours de campagne. Je pense qu'ils en tiennent compte quand même. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu. C'est la fin de cette édition de Panel Hebdo. Merci Stéphanie Hartmann d'être venue. Merci beaucoup. Merci Ben Nayassi. Merci. Jusqu'à une prochaine fois, avec grand plaisir. Grégory Sélény, merci. Merci Alfred de Chango-Lokoro, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe technique de Global Africa Télésud. Vous voulez dire quelque chose? Oui, mais il y a un film malgache qui vient de sortir, mais Grégory ne nous en a pas parlé. Oui, mais il en parlera la semaine prochaine, avec grand plaisir. Rendez-vous justement la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À la semaine prochaine. À très vite.